paraît essentiel. Voilà, donc vraiment, j'espère que le message va passer, que ça va être répercuté, et ça me permet d'arriver à l'avant-dernier sujet, la situation d'Ousmane Sonko, principal opposant au pouvoir actuel au Sénégal, dans la perspective des élections de février 2024, et qui fait l'objet d'une oppression physique, judiciaire extraordinaire, avec l'arrestation encore il y a quelques jours de son secrétaire général, de son parti, du PASTEF, qui est encore aujourd'hui placé en garde à vue, un procès en appel sur une affaire de diffamation sans aucun intérêt, absurde et ridicule. En première instance, l'ensemble de ses avocats avaient été évacués, j'avais été expulsé du Sénégal, alors que j'avais été invité à le soutenir et à le représenter devant ce tribunal. En arrivant à l'aéroport, 7 policiers en armes m'avaient accueilli, donc c'était il y a un peu moins d'un mois, et m'avaient immédiatement placé dans une cellule en m'intimidant avant de me renvoyer en France, évidemment avec l'accord de l'Élysée, qui avait envoyé une délégation 3 jours avant pour voir comment gérer cette situation, avec une inquiétude très très forte de la France face à éventuellement la perte de contrôle sur le Sénégal, qui avec la Côte d'Ivoire demeure sa chasse gardée, militairement, économiquement, alors qu'il y a un mouvement d'émancipation des peuples africains, en Afrique de l'Ouest notamment, grâce à l'inspiration de penseurs extraordinaires que j'ai aussi l'honneur de représenter, et comme Kémy Séba, comme Nathalie Yamb, qu'on a accusé d'être à la solde des Russes. Ce qui m'a inquiété dans un premier temps, et donc j'ai pris beaucoup de temps avant de décider s'ils les représentaient ou pas. Je savais aussi qu'ils avaient en tout cas en ce qui concernait Kémy, une origine idéologique qui était très opposée à la mienne, et j'ai vu en fait émerger chez eux un discours panafricaniste, souverainiste, extraordinaire. Et extraordinaire, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que très en écho avec les combats des Gilets jaunes. Très en écho avec les combats des Gilets jaunes, qui revendiquent en fait un pouvoir au peuple, un retour à la souveraineté, une fin des allégeances et des dépendances vis-à-vis de toute forme de pouvoir. Et donc Ousmane Sonko, dans ce cadre-là, qui a un discours très mesuré, très équilibré, qui cherche à maintenir les liens avec la France, parce qu'il sait qu'historiquement, même en termes de culture, linguistiquement parlant, il y a des choses qui ne disparaissent pas, mais qui cherche à redonner de la souveraineté au peuple sénégalais, notamment à sa jeunesse qui est dans une précarité extraordinaire, qui cherche à s'assurer que la corruption, qui a un discours sur la corruption très similaire à celui qu'on porte avec Crépuscule et ainsi de suite, en France, eh bien cesse, parce qu'il y a eu depuis 2015 des découvertes de gaz et de pétrole, de gisements extraordinaires, qui n'apportent rien aux populations. Par exemple à Saint-Louis, on se retrouve, qui est une ville extraordinairement importante, y compris historiquement, parce qu'avec l'île de Gorée, c'était des lieux où d'où partaient les trafics d'esclaves via Bordeaux et Nantes vers les Antilles. Et c'est pour ça, c'est là où vous voyez qu'on commence à connecter en fait entre nos luttes et nos engagements dans la Guadeloupe, en Guyane avec des trop-violences et ce qui était avant les 500 frères, en Corse avec la Juventud Independentista et d'autres. On essaie en fait de connecter des points d'oppression qui, comme les Gilets jaunes en fait, ont été les victimes beaucoup plus que les gagnants de systèmes politiques ces derniers siècles, qui ont profité principalement aux élites. Et donc avec à Saint-Louis, pourquoi est-ce que je vous parlais de Saint-Louis? Des concessions gazières extraordinaires qui ont été trouvées et aucune rétribution économique pour les populations locales, avec des femmes qui en sont réduites à la prostitution tellement elles sont précarisées, alors même que c'était une ville extraordinairement riche, parce que c'était une des principales ressources halieutiques de la région, c'est-à-dire qu'il y avait des poissons à ne pas savoir quoi en faire, il y avait de la pêche à ne pas savoir quoi en faire, et cette pêche a été en partie interdite, mais historiquement, depuis des siècles, elle a été interdite à cause de ces explorations gazières. On a promis des emplois locaux, alors qu'on sait très bien en fait que les installations d'hydrocarbures ne bénéficient en termes d'emploi qu'à des gens qui viennent de l'étranger, des techniciens très qualifiés, avec très peu d'emplois locaux, et évidemment pas l'envie ni le temps de créer des formations techniques de haut niveau qui permettraient sur le long terme de permettre encore une fois au Sénégal d'obtenir, de retrouver sa souveraineté. Donc on se retrouve avec une explosion des richesses au sein d'une ultra-élite concentrée dans certains quartiers de Dakar, qui roulent dans des voitures rutilantes, qui bénéficient de la manne pétrolière et gazière grâce au contrôle sur les contrats et les corruptions qui s'en déduisent. Un pouvoir qui se recroqueville sur cette corruption, sur cette élite qui cherche absolument à accaparer et à garder le contrôle sur ses ressources, l'avidité qui naît, et un opposant politique qu'on essaye d'éliminer judiciairement après avoir éliminé tous les précédents. C'est le cas de M. Sonko, qu'on cherche en fait à rendre inéligible par tous les moyens. Alors honnêtement, demain, donc audience d'appel sur cette affaire en diffamation, l'Élysée qui essaie de calmer les choses, qui essaie de maintenir le contrôle, parce qu'ils savent très bien, ils ont peur de Sonko, ils ont peur de celui qu'on appelle déjà président au Sénégal, parce qu'ils savent très bien qu'en fait, si les élections sont organisées de façon légale et légitime en février, eh bien, il écrasera le pouvoir actuel et gagnera très largement, parce qu'il a réussi à constituer autour de lui
plus d'une centaine d'organisations de la société civile et de partis politiques pour représenter en fait un renouveau pour le Sénégal et lui redonner une puissance extraordinaire. Et donc ils veulent l'éliminer par tout moyen, mais ils savent très bien aussi que si Sonko décide à un moment d'appeler le peuple sénégalais à se lever et à s'insurger, ce peuple se lèvera. Et ce peuple sénégalais qui nous a donné des leçons extraordinaires, mais extraordinaires, en sacrifiant certains des leurs. Rien à voir avec nos manifestations assez similaires avec celles des Gilets jaunes, avec cette force supplémentaire qui n'ont pas hésité à perdre certains des leurs. On pense et on rend hommage aux 14 martyrs de mars 2021 et aux quelques-uns qui sont tombés depuis. Là, je parle des morts, de jeunes morts pour avoir lutté pour la dignité de cet homme, pour le protéger à travers lui de tous les espoirs d'une population. Mais aussi les centaines de personnes arrêtées, militants du PASTEF, manifestants simples, personnes qui ont dénoncé la corruption, qu'on essaie d'écraser par tous les moyens, y compris donc M. Sonko qui est dans l'impossibilité de sortir de son domicile depuis des mois, qu'on a essayé d'agresser, qu'on a traité physiquement d'une façon extraordinairement violente, et qui aujourd'hui a cette capacité à demander au peuple sénégalais de se lever pour mettre fin à cette injustice et cette barbarie, et qui, j'en suis convaincu, n'hésitera pas à le faire si jamais on finissait de l'éliminer judiciairement. Alors, quel est le rôle d'un avocat là-dedans? Évidemment, porter la parole de son client, qui a une voix assez puissante pour n'avoir besoin de personne d'autre pour le représenter, mais simplement essayer de le protéger à travers la position institutionnelle qui est la nôtre. C'est pour ça qu'ils m'ont interdit territoire au Sénégal. Je vous invite à descendre sur mon profil pour voir quel prétexte avait été utilisé par le ministre de l'Intérieur, qui avait fait un communiqué assez désolant en justifiant du fait que j'avais dit de Macky Sall qu'il pourrait devenir un tyran s'il finissait par éliminer M. Sonko, et en disant que son excellence Macky Sall, qui n'était pas tolérable qu'il soit ainsi qualifié. Vous voyez le ridicule dans lequel on est tombé dans un pays qui a une tradition démocratique extraordinaire et qu'on essaye d'écraser. Et donc, M. Sonko, à travers lui, en fait, c'est pas seulement le peuple sénégalais qui est en jeu, c'est aussi une idée du politique. Une idée politique et la possibilité pour les peuples, l'espoir pour les peuples de s'émanciper. Et cette force-là, il nous appartient de les protéger en créant un internationalisme qui ne soit plus comme avant une forme d'ingérence. Je donne mon écho, pardon, je paye mon péage à ces chères sociétés privées qui nous pillent grâce à l'État et à nos grands dirigeants politiques qui ont privatisé les autoroutes en France. Pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs, sachez que c'est l'un des grands sujets de corruption. C'est des milliards qui sont volés chaque année aux Français, et à travers cette privatisation des autoroutes que rien ne justifiait. Donc voilà, pardon, j'en passais par là. Ce que je voulais dire, c'est que cet internationalisme qu'on doit recréer, on doit en finir avec les sorciers blancs, avec les ingérences, avec les tentatives de déstabilisation. On a vu, par exemple, on découvre dans les documents que j'ai révélés, là aussi ça n'avait pas été relayé, que la Russie s'est mise aux méthodes de la CIA. C'est intéressant, hein, parce que ça permet de comprendre que la nature du pouvoir, par définition, est sale. Et quand vous avez trop de pouvoir, quoi qu'il arrive, vous en abusez. Et qu'ils avaient mis en place des centres de formation aux manifestations via la Turquie, dans des pays des ex-républiques soviétiques, en l'occurrence en Moldavie, qui consistait en fait à préparer les citoyens à se rebeller au bon moment et à essayer d'interférer dans les processus politiques locaux. Moi, j'ai toujours résisté à toute forme de soumission vis-à-vis d'un quelconque pouvoir étranger, malgré les grandes propositions qu'on a reçues de la part de nombreux, parce que je considère que dès le moment que je rentrerai dans une situation comme celle-ci, eh bien, évidemment, ma parole serait liée. Et j'ai une divergence d'ailleurs avec certains de mes alliés sur ce sujet qui ont accepté de participer à un certain nombre de dispositifs de pouvoir, y compris les plus légers, hein, comme participer sur Russia Today de façon payée à des émissions. Ça a toujours été ma limite. Tout ce qui a trait au financement, j'ai toujours refusé de perdre une quelconque forme de souveraineté et de lier en fait potentiellement le destin de ceux qu'on serait amené à représenter par la suite à ces alliances passées et à ces liens d'intérêt qui avaient pu être créés. Et donc, il faut qu'on résiste à ça, mais il faut par contre qu'on crée en fait des alliances entre les peuples, qu'on réussisse à les indépendantiser et à ne plus passer par des élites, par des jeux, des arrangements, comme quand Marine Le Pen allait voir Macky Sall par exemple pour récupérer une mallette, paraît-il, c'est les rumeurs après avoir fait la même chose en Russie. Vous voyez, il faut qu'on ait un respect pour les peuples, il faut qu'on ait un respect pour les régimes auxquels on est confronté, il faut qu'on refuse de rentrer dans des jeux d'alliance délirants qui ne font qu'atteindre à nos intérêts comme ça a été le cas dans le conflit russo-ukrainien. Il faut qu'on retrouve notre indépendance. Vous avez vu la visite d'Emmanuel Macron en Chine et le fait que Xi Jinping ait renvoyé von der Leyen, la présidente de la Commission européenne,
à travers les dispositifs dans l'aéroport réservés aux passagers normaux. Pour une raison très simple, parce qu'ils considéraient que cette femme n'aurait jamais dû participer à cette visite d'État qui était organisée en l'honneur de la France, et que ce margoulin d'Emmanuel Macron avait utilisé comme prétexte pour mettre dans ses bagages un passager clandestin, la présidente de la Commission européenne, pour l'amener à pousser les intérêts dont ne sait qui d'ailleurs, parce que cette femme n'est pas élue, ne représente personne et n'a aucune légitimité à parler en notre nom. Et Xi Jinping, en fait, a donné une grande leçon à la France, ou plutôt à un dirigeant français, ou plutôt quelqu'un qui pense diriger le peuple français, parce que je ne suis pas sûr que ça dure longtemps, ça va être notre dernier sujet, en humiliant von der Leyen et en la renvoyant à son rang de fonctionnaire, et ayant à passer les contrôles de visa comme n'importe quelle autre personne. Donc, dernier point important, parce qu'on parle, vous voyez comment on tourne autour du sujet, mais pour en revenir au grand sujet qui nous occupe à nous maintenant aujourd'hui en France, celui de la souveraineté française. Ceux qui ont cru que la réforme des retraites pouvait sonner le grand soir ont une compréhension assez faible des mécanismes politiques et quelque part manque de respect à la pensée révolutionnaire. On ne fait pas la révolution pour une question de retraite. Pour injuste que soit une réforme, pour violente qu'elle soit, on ne fait pas la révolution pour un ajustement technique sur une réforme qui va faire souffrir des millions de personnes, accroître l'exploitation qu'ils subissent, mais comme des dizaines de décisions similaires l'ont fait depuis l'élection d'Emmanuel Macron et depuis bien plus longtemps. C'est l'agglomération de l'ensemble de ces décisions qui doit nous amener de façon conséquente et organisée à mettre en œuvre des perspectives révolutionnaires et insurrectionnelles. Et c'est seulement dans cette structuration et cette prise au sérieux des enjeux, y compris dans une perspective sacrificielle, en sachant parfaitement les conséquences que l'on pourra payer, que la pensée révolutionnaire pourra avoir une résultante et une effectivité. Si l'on continue à avoir une sorte de pensée spontanéiste qui consiste à se dire « Ah oui, là, il y a une manifestation, on va brûler trois poubelles, et donc du coup, en fait, une révolution naîtra », eh bien, on est en train non seulement de trahir la pensée et les idées pour lesquelles on est censé lutter, les personnes qui croient en nous, mais plus encore, on est en train de faire preuve d'une forme non seulement de naïveté, non seulement d'idéal romantique quelque peu dépeuplé, mais aussi quelque chose de plus grave, on fait en fait preuve d'une forme de narcissisme, dans laquelle en fait notre organisation et notre engagement ne servent avant tout qu'une chose, nous montrer comme étant du côté du bien et pas de façon conséquente organiser une dynamique révolutionnaire. Cette dynamique révolutionnaire, j'ai voulu la soutenir, l'appuyer, la nourrir à travers un manuel, un guide insurrectionnel qui s'appelle Coup d'État, qui vient de paraître grâce au courage extraordinaire de mon éditrice Marion Mazoric, que je tiens à saluer, fille d'un très grand historien des révolutions. Les chats ne font pas des chiens, et qui a osé publier cet ouvrage, qui à mon avis est cardinal, qui donne des instruments, qui va être accompagné d'un autre texte que je vais mettre en libre accès, qui s'appellera La méthode, et qui permettra de réfléchir sur les techniques à mettre en œuvre pour provoquer cette bascule que l'on recherche tous, nous qui sommes engagés depuis des années, et qui savons la nature du pouvoir auquel on est confronté de façon structurée, et qui permettra de déboucher sur des résultats, et non pas seulement des images spectaculaires qui nourriront, in fine, l'ennemi. Cet ouvrage déploie non seulement une pensée, mais donne des instruments très pratiques pour mettre en œuvre cet ébranlement. Et c'est pourquoi on a décidé non seulement de le sortir en librairie, mais de le mettre en libre accès, gratuitement. On a mis en place, des gens en fait l'ont fait, ont immédiatement scanné le livre dès la sortie, c'est incroyable, ils ont fait cet effort-là. Ils ont créé un QR code, ils ont commencé à distribuer le lien, et on les a soutenus, on les a relayés pour une raison très simple, il va falloir une masse critique pour amener à cette bascule. Et cette masse critique, après avoir fait cet effort de dévoilement avec Crépuscule, puis après avoir construit un programme révolutionnaire à partir des revendications des Gilets jaunes dans Abattre l'ennemi, eh bien elle a besoin, pour la mettre en œuvre, pour provoquer justement les changements, pour cibler les lieux qu'il faudra cibler et utiliser les méthodes qu'il faudra utiliser, les connaître et les diffuser, il faut justement que ça tourne. Et il faut absolument que vous nous aidiez en faisant tourner cet ouvrage, que ce soit sa version physique ou sa version en ligne, gratuite, pour qu'un maximum de personnes soient au courant et qu'à partir de là, elles s'organisent en groupuscule pour le moment venu, au moment où il faudra justement, où il y aura une masse critique suffisante de Français pour justement créer un rapport de force avec le pouvoir, eh bien provoquer une bascule qui ne se contentera pas d'obtenir telle ou telle décision favorable, parce qu'on voit bien, l'objectif des syndicats qui essaient de nous appeler au 1er mai en se contentant du 1er mai, ou un certain nombre de forces politiques qui consistent juste à obtenir une décision favorable. L'espoir même qui a été placé dans ce Conseil constitutionnel dit quelque chose de l'absence de radicalité et même de pensée politique de ces gens-là. Qu'est-ce qui serait passé si le Conseil constitutionnel avait retoqué la loi? Eh bien, quelque part, ça aurait été pire. Parce que ça aurait permis, en fait, à cette structure-là de se préserver. Ça aurait permis au pouvoir de continuer, en fait,
à mettre en œuvre son oppression, et donc on serait retrouvé dans une situation qui aurait été potentiellement encore plus délétère que l'actuelle, si on considère que la bascule peut intervenir, si on y a un quelconque espoir, et que donc un monde nouveau, bien plus beau, peut émerger. J'ai mis ma vie et pris des risques énormes en publiant cet ouvrage. Je vous demande dans un premier temps de le respecter. Je sais que c'est une parole d'autorité qui n'est pas forcément agréable à entendre, mais je vous demande, en le lisant, de prendre conscience de ce que ça peut produire et des risques qu'il faut prendre, et peut-être de la forme de courage insensé qu'il faut avoir à se lancer dans cette aventure. Je vous incite à aller à son 3e chapitre directement pour ceux qui n'ont pas envie d'entendre une forme de littérature qui leur expliquerait quel est le monde ou ainsi de suite, parce qu'ils savent très bien pourquoi ils veulent s'indigner, pourquoi ils veulent se battre et pourquoi ils veulent provoquer une bascule et une révolution. Et à partir de ce 3e chapitre, de commencer à réfléchir aux façons de mettre en œuvre, de façon organisée, au bon moment, collectivement, pour cette fois s'assurer que, contrairement à l'acte 3 des Gilets jaunes, où on s'est retrouvé au pied de l'Élysée, et c'est nous qui avons reculé, c'est nous qui aurions pu faire tomber ce pouvoir, et c'est nous qui avons décidé, parce que nous n'étions pas prêts de reculer, pour cette fois provoquer cette bascule. J'espère que vous serez à nos côtés, j'espère que vous le partagerez, j'espère que vous aurez cette générosité pour vous, pour les autres, quelle que soit votre position sur la question, et surtout votre volonté ou non de s'engager. On a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous. On fait face à un appareil de pouvoir qui est extraordinairement violent, qui est capable de tout, qui est capable de détruire les intimités, la vie sociale, la réputation, les conditions professionnelles, avant d'oser assumer une confrontation politique réelle et mettre en prison les personnes du fait de ce qu'elles pensent. Et on a besoin de cette force collective, on a besoin que vous soyez présents pour nous, comme le peuple sénégalais, encore une fois, l'a été pour Ousmane Sonko, quand il a été ciblé politiquement par l'État, pour le détruire, en essayant de détruire sa réputation, puis sa carrière, puis enfin lui retirer sa liberté. On manque de ça en France. On manque de cet engagement, on est beaucoup sur les réseaux, on est beaucoup à s'indigner, mais il faut qu'on devienne plus conséquent, il faut qu'on se rende compte que face à ce pouvoir, ce n'est ni via l'élection, ni via des manifestations qui sont organisées de façon à paraître comme des sortes de marches pacifiques que l'on va obtenir quoi que ce soit pour défendre nos intérêts, pour défendre le devenir de nos enfants. Et je vais le dire et le redire, l'enjeu, c'est que nous ne devenions pas des esclaves de la prochaine étape de la mondialisation. L'enjeu, il est existentiel aujourd'hui. Il faut que vous entendiez ce message, il faut que vous le relayiez, il faut que chacun fasse des efforts pour découper les morceaux qui l'intéressent, les partager. Nous sommes à ça, par perte de souveraineté successive, de devenir les esclaves d'un nouveau monde qui sera dominé par des puissances étrangères et qui nous retireront le peu d'assises et de confort que l'on a eu et que l'on a construit à travers de nombreux sacrifices, à travers les âges. Et ceux qui nous menacent de devenir des esclaves, c'est des élites qui profitent du pillage de ce pays et qui savent très bien qu'au moment venu, elles pourront s'exfiltrer grâce à leur fortune, grâce à leur relais à l'international, et elles pourront se protéger des conséquences de cette destruction de notre pays. Il y a un enjeu existentiel pour la France aujourd'hui et il faut que vous engagiez non seulement pour votre condition personnelle et matérielle, mais pour le devenir de tout un peuple, de toute une culture qui est aujourd'hui menacée d'annihilation, et évidemment pour nos enfants et pour ceux qui nous succéderont. Je vous embrasse très fort, j'espère que vous serez nombreux pour nous accompagner, pour nous soutenir, parce que contrairement à d'autres, on ne cède pas à la facilité, on tient un discours qui est raisonnable, qui est fondé sur les faits, on se bat pour continuer à être en contact avec les institutions. J'ai réussi à arracher une victoire contre le Conseil constitutionnel en faisant annuler une élection il y a 2 mois, en plaidant notamment l'abstention trop élevée. Donc on continue. J'ai plaidé devant Fabius et Juppé. On continue en fait à se mettre en première ligne, à la fois dans les manifestations, y compris aux côtés de ceux qui sont le plus exposés et ont mis à vue, et on le sait, mais aussi dans les institutions pour pouvoir continuer à vous rapporter et à vous donner des éléments de compréhension qui vous permettent, sans fantasme, de façon très objective et vérifiée, de vous appuyer sur nous en tant que sentinelles pour pouvoir construire votre pensée politique et éventuellement votre émancipation. Mais on a besoin en retour que vous aussi vous deveniez nos sentinelles, que vous aussi surveillez ceux qui nous surveillent et que vous nous protégiez lorsque l'on en aura besoin. Je vous embrasse très fort, je pense à vous et je suis très optimiste pour les mois qui viendront, avec ou sans nous, quel que soit mon devenir personnel, je sais que vous aurez. Seule la lutte libère, comme nos compagnons sénégalais le savent. Pensez.